Cette fois c'est parti et Marion Jones c'est très bien parti avec un bon départ aussi aux couleurs numéro 2 de Debbie Ferguson qui s'est tassé maintenant. Marion Jones toute seule en piste, Marion Jones qui écrase ce 100 mètres. Attention chrono, 10,75, meilleure performance mondiale de l'année. Voilà la première médaille d'or pour Marion Jones. Et là vraiment Bernard, à aucun moment, il n'y a eu le moindre suspense. L'athlète que vous êtes en train de regarder s'appelle Marion Jones. Et si son nom ne vous parle pas forcément, c'est parce qu'il y a une bonne raison à ça. Pourtant, au début des années 2000, Marion Jones domine le sport mondial. Quand je dis le sport, c'est parce qu'elle brille dans plusieurs disciplines. Le basketball d'abord, puis l'athlétisme. Elle a des qualités physiques hors du commun. Regardez par exemple en 1996, à cause d'une blessure, elle n'est pas retenue dans l'équipe américaine de basket pour les Jeux Olympiques, mais seulement un an après, elle est sacrée championne du monde du 100 mètres. Mais c'est aux Jeux Olympiques de Sydney, en 2000, qu'elle explose aux yeux du grand public en réalisant une performance tout simplement impensable. 5 médailles sur une seule édition. Championne olympique du 100 mètres, championne olympique du 200 mètres, championne olympique avec le relais 4x400 mètres, médaillée de bronze en 100 longueur et médaillée de bronze encore avec le relais 4x100 mètres. Évidemment, elle devient une immense star aux États-Unis. La plus grande marque de sport au monde, Nike, en fait son égérie. Elle est à la une de tous les plus grands journaux. Marion Jones, à ce moment-là, elle incarne aux yeux du monde la réussite. Et évidemment, personne ne se doute que tout ça, ça va très vite changer. Car 25 ans plus tard, elle n'est jamais citée parmi les plus grandes sportives de l'histoire. Et quand on regarde les vainqueurs des Jeux Olympiques, son nom n'y apparaît pas. C'est comme si Marion Jones n'avait jamais existé. Mais alors, que s'est-il passé ? Notre histoire débute en Californie, dans la petite banlieue de San Francisco. Et elle commence avec un enfant qui n'a à ce moment-là rien du futur personnage central du plus gros scandale de l'histoire du sport américain. Cet enfant, il s'appelle Victor Conte. Il grandit à Fresno dans les années 50 et il découvre l'athlétisme. Et notre petit Victor, il est vraiment pas mauvais, surtout dans les épreuves de saut. Il est même assez bon pour recevoir une bourse d'études sportives à l'université. Mais Victor Conte a une autre passion beaucoup plus prenante, une passion qui finit par prendre le dessus sur tout le reste, la musique. Conte est bassiste. Et en 1969, il décide de tout tenter pour vivre de la musique, quitte à abandonner ses études et le sport. Cette décision, elle lui réussit plutôt bien, puisqu'il rejoint plusieurs groupes, dont Pure Food and Drug Addict, et puis surtout le groupe de funk à succès, Tower of Power. Les années 70, pour lui, elles sont complètement folles. Concerts, sessions studio, collaborations, tournées. Et c'est aussi à ce moment-là que sa personnalité se dessine clairement. Victor Conte, ce n'est pas juste un musicien. En tout cas, il ne se satisfait pas simplement de ce rôle-là. C'est quelqu'un de très ambitieux qui s'implique à 100% dans ses projets. Il s'occupe par exemple de l'administratif, de la partie commerciale, bref, il aime bien tout contrôler. Et ça va d'ailleurs lui porter préjudice. À la fin des années 70, il va être viré de son groupe Tower of Power car les autres membres le soupçonnent de comploter en coulisses pour prendre le contrôle du groupe. Le célèbre guitariste de blues Hervé Mandel dira de lui « Il pouvait devenir n'importe quoi, il était trop intelligent pour se limiter à une seule chose ». Et il a eu raison, Victor Conte c'est un véritable touche-à-tout. Et sa vie est sur le point de basculer quand au début des années 80, sa femme est sur le point d'ouvrir le Millbrae Holistic Health Center, une sorte de clinique de santé et magasin de vitamines. À partir de là, Conte découvre le monde de la santé et de la nutrition. Et encore une fois, il se passionne pour ces sujets et passe des heures à étudier la biochimie dans la bibliothèque de Stanford. À partir de là, il abandonne définitivement la musique et reprend les rênes de l'entreprise de sa femme. Et en 1984, il crée le Bay Area Laboratory Cooperative, plus connu sous le nom de Balco. Retenez juste Balco, on l'appellera comme ça jusqu'à la fin de la vidéo. Ce laboratoire, il propose un service novateur pour l'époque. Analyser des échantillons de sang d'athlètes et mesurer leur niveau de minéraux et d'oligo-éléments. Avec ces analyses, il peut alors dire s'ils ont des carences ou des besoins particuliers. Et à ton avis, si tu dis à des athlètes qu'ils ont des carences, qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire ? Eh bien les régler. Et Victor Conte, comme c'est un bon businessman, il crée alors en parallèle de son labo une marque de compléments alimentaires, Snack. Et à ce moment-là, il crée et commercialise son produit de référence, le ZMA. Okay, my name is Victor Conte and I'm the creator of the sports nutrition product ZMA. This is actually a picture of the original ZMA formula. Et ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que notre cher Victor Conte, en quelques années, il est passé de bassiste dans l'un des groupes de funk les plus populaires des États-Unis à un expert en nutrition et en performance. Et si je vous avais parlé de son passé d'athlète, c'est parce que l'athlétisme, il va y revenir. En 1988, à l'occasion des Jeux Olympiques de Séoul, il décide de sponsoriser plusieurs athlètes qu'il appelle les Balco Olympians.
Ce que ça implique, c'est juste qu'il leur fournit des compléments alimentaires gratuitement. Sur le papier, les débuts de compte dans le monde du sport sont plutôt prometteurs. Mais la réalité est plus dure qu'elle n'en a l'air. Malgré un train de vie luxueux, il accumule des dettes et paye rarement ses factures. Ses entreprises ont du mal à décoller, il est même impliqué dans une affaire de fraude médicale, il accumule donc les problèmes, les dettes et les amendes. Mais notre bon vieux Victor Conte, il est fidèle à lui-même, peu importe les obstacles, il reste ambitieux. Et surtout, il est convaincu que la réussite va finir par arriver. Et parfois, il suffit d'une seule personne pour tout changer. Et cette personne, dans cette histoire, elle s'appelle Bill Romanowski. I'm pissed, and I'm down there just trying to rip that ball out of his hands. And all I could get was a finger. And at that time, I thought it was his, but just whatever it was, I just snapped it. Romanowski, c'est une star du football américain. Et à l'été 96, il commence à consommer le fameux ZMA, il semble totalement conquis, au point d'en faire la propagande dans son équipe, les Denver Broncos. Il est tellement convaincu des bienfaits du produit et le vend tellement bien que quelques mois plus tard, 90% de l'équipe consomme quotidiennement du ZMA. Sans que ce soit prémédité, Romanowski devient alors un porte-parole essentiel pour le business de Victor Conte. À partir de là, le laboratoire Balco change complètement de dimension. Les ventes de ZMA grimpent et dépassent rapidement les dizaines de millions de dollars de chiffre d'affaires. Et surtout, il y a de plus en plus d'athlètes de haut niveau qui commencent à l'utiliser. Parmi eux, on y retrouve la légende du baseball Barry Bonds, les athlètes Marion Jones, Kelly White et Tim Montgomery, le tennisman Ivan Lendl, les quarterbacks Dan Manarino et John Elway. La liste est longue, et plus encore que les noms, c'est les performances qui impressionnent. Entre 1997 et 2001, on en a déjà parlé, Marion Jones est indétrônable. Elle est la reine incontestée du sprint mondial. Les Denver Broncos de Bill Romanowski gagnent de leur côté 2 Super Bowls en 98 et 99. Barry Bonds réalise lui en 2001 une saison historique en baseball avec 73 home runs. Il gagne d'ailleurs le surnom de Home Run King. Et enfin, Tim Montgomery signe le record du monde du 100 mètres en 9,78 à Paris en 2002. Victor Conte pèse désormais des millions de dollars et les athlètes qui collaborent avec lui raflent tout. Mais vous vous doutez bien, si je vous raconte cette histoire, c'est parce que derrière cette réussite, il y a un secret très bien gardé. Mais avant que je vous en dise plus sur ce secret, tant qu'on parle de businessman, laissez-moi vous présenter le sponsor du jour, Legal Place. Alors si comme Victor Conte vous avez une idée et que vous avez envie de créer une entreprise, vous devez sûrement savoir que le plus chiant, c'est la paperasse. Et bien Legal Place, c'est justement la plateforme de référence en France pour créer et gérer votre entreprise. Pour vous donner une idée, aujourd'hui c'est 20% des entreprises en France qui se créent grâce à Legal Place. Et franchement, quand on est comme moi en auto-entreprise, eh bien on n'a pas envie de perdre du temps dans des démarches administratives, alors qu'on pourrait utiliser ce temps pour faire des vidéos YouTube par exemple. Du coup, comment ça marche ? C'est très simple. D'abord, vous répondez à quelques questions sur votre future activité et vous choisissez la formule qui vous correspond. Une fois votre compte créé, vous envoyez vos justificatifs. Et c'est terminé. À partir de là, Legal Place s'occupe de tout le reste. La rédaction des statuts, la vérification du dossier, l'immatriculation. Et une fois votre entreprise créée, vous avez accès à plein d'experts ou d'outils pour vous aider à la gérer. Sur la domiciliation, la comptabilité, la facturation, le compte pro ou encore les assurances. Donc si vous souhaitez vous lancer, eh bien je vous mets le lien juste ici et je vous le mets également en description. En plus avec le code Etienne15, et oui le nom de ma chaîne ça se dit Etienne, vous bénéficiez de 15% de réduction sur la création de l'entreprise. Alors j'espère que votre entreprise prospérera aussi bien que celle de Victor Conte, même si je vous souhaite qu'elle ne connaisse pas le même destin. Pour comprendre ce secret et surtout qui en est à l'origine, on va prendre la direction cette fois de Guilford, une petite ville à 2 heures de route de New York. Là-bas, un adolescent nommé Patrick Arnold vient de soulever des haltères pour la première fois de sa vie. C'est son père qui un soir d'été lui a offert un petit kit de musculation. Alors Patrick prend goût à l'effort, il commence à s'entraîner, prend du muscle et s'inscrit dans la salle de musculation de sa ville. Mais Patrick, il est frustré. Malgré les entraînements, malgré le régime et les repas riches en protéines, il a l'impression de stagner. Il se trouve trop faim. Et un jour, alors qu'il s'entraîne dans la salle de musculation de Guilford, un habitué des lieux lui conseille alors d'essayer un produit. Le produit ? Des stéroïdes. Patrick accepte sans trop savoir à quoi s'attendre. Bon, comme tout le monde, à cet âge-là, il ne se pose pas trop de questions. Et surtout, le produit s'avère efficace. En quelques semaines seulement, il gagne 5 kilos de muscles. Le jeune américain est sidéré, on peut donc manipuler son corps, améliorer sa force et ses performances, tout ça grâce à la science. Cette expérience éveille chez lui un goût prononcé pour la chimie. Il s'inscrit à l'université de New Haven, décroche un bachelor en chimie, puis trouve un travail dans un petit laboratoire du New Jersey.
Mais son travail, il s'avère plutôt ennuyeux, et du coup, ça lui laisse du temps libre. Alors il en profite pour faire des recherches sur les compléments alimentaires, sur les hormones, les stéroïdes, et évidemment, il va ouvrir la boîte de Pandore, celle du dopage. Et puis il se rapproche du milieu du bodybuilding américain, un sport où le dopage est très développé. Et dans ce milieu, il se lie d'amitié avec un certain Dan Duchesne, qui a un surnom plutôt parlant, il se fait appeler le gourou des stéroïdes. Et ce Duchesne, il va lui présenter des biochimistes, des pharmaciens, bref, tout un tas de personnes qui interviennent dans la conception des produits dopants. Patrick, il observe, il apprend, et son premier fait d'armes arrive rapidement. C'est lui qui découvre les vertus dopantes de l'androsténédione. C'est une hormone qui sert à produire d'autres hormones comme la testostérone et les oestrogènes. Et l'impact de sa recherche est immédiat puisque quelques mois plus tard, le joueur de baseball américain Mark McGwire avoue publiquement prendre de l'andro pour augmenter sa masse musculaire. Mais en vrai, cette révélation, elle ne pose pas vraiment de problème. Car à ce moment-là, le produit il est en vente libre aux États-Unis et n'est pas encore clairement interdit. Mais le plus important, c'est que Patrick Arnold a réussi. Avec cette histoire, il gagne une notoriété dans le milieu, son nom commence à circuler. Et sa vie, elle va définitivement basculer quand il reçoit un message sur un forum d'un certain Victor Conte. Conte, vous le connaissez déjà. Officiellement, Balco fait des tests, vend des compléments alimentaires, accompagne les athlètes légalement dans leur quête de performance. Mais dans l'ombre, Balco expérimente et fournit des produits dopants illégaux. Leur ambition est très claire, créer des produits les plus efficaces possibles, mais surtout des produits qui sont indétectables au contrôle antidopage. Alors quand Conte entend parler de Patrick Arnold, de son talent, de ses idées, de sa capacité à modifier les molécules, il veut en savoir plus. Les deux hommes vont se rencontrer et rapidement s'associer. Arnold reste indépendant, il ne travaille pas officiellement chez Balco, mais il participe activement à la conception de 2 produits qui vont devenir la signature du laboratoire, 2 produits qui vont très concrètement changer l'histoire. L'idée est simple, presque trop simple. Patrick Arnold conçoit des molécules nouvelles, difficiles à repérer, et Balco s'occupe du reste, du marketing, de la diffusion et de la distribution via son réseau. C'est comme ça que va naître The Clear, un stéroïde anabolisant liquide totalement transparent qui se prend en microdose sous la langue. Les effets escomptés, plus de force, plus de masse et une meilleure récupération. Pour le créer, Arnold part de vieux médicaments hormonaux et de stéroïdes plus utilisés, parfois même oubliés. Il modifie chimiquement la molécule de départ et obtient un produit qui n'a jamais été commercialisé, jamais même vraiment étudié, et surtout qui est inconnu des protocoles antidopage. Et oui, c'est là tout le point. Comment vous voulez détecter un produit si vous ne savez même pas qu'il existe ? Eh bien, la réponse est simple, vous ne pouvez pas. Les laboratoires ne cherchent que ce qu'ils connaissent déjà. Leur deuxième produit, c'est The Cream, une pommade à appliquer sur la peau. Elle est à base de testostérone et elle sert elle aussi à augmenter la force et aussi à renforcer l'effet d'autres stéroïdes pris en parallèle. Là encore, Arnold va jouer sur une faille des tests de l'époque. Les contrôles évaluent souvent le ratio testostérone-épitestostérone. L'épitestostérone, c'est une sorte de sœur jumelle de la testostérone mais qui n'agit presque pas sur les muscles. Mais pour faire simple, si le taux de testostérone est anormalement élevé par rapport à celui de l'épitestostérone, on juge qu'il y a un apport externe et donc une triche. L'astuce d'Arnold, elle est là. En ajoutant dans la même crème de la testostérone et de l'épitestostérone, le ratio reste à l'équilibre et donc sur le papier, rien n'est suspect. Et dans les faits, un dopage impossible à prouver. À partir de là, la machine se lance. Conte distribue ses produits via un réseau très structuré, en passant notamment par les coachs. Par exemple, Rémi Cornecchi, entraîneur de sprinteurs de haut niveau comme Dwayne Chambers qui battra le record d'Europe du 100 mètres, ou Kelly White qui fera le doublé 100 mètres 200 mètres au championnat du monde à Paris en 2003. Voilà la réalité derrière Balco, un entrepreneur obsédé par la performance, un chimiste capable de créer l'invisible, un marketing dans l'ombre super efficace et un réseau de coachs qui servent de fournisseurs directs vers des athlètes boostés aux produits ultra puissants. My name is Victor Conti, and I was the mastermind behind the distribution of designer steroids in the Olympics and other international competitions. Au début de l'été 2003, l'USADA, l'agence américaine antidopage, reçoit un appel anonyme. Un appel très intriguant puisque la personne au bout du fil affirme qu'un stéroïde de synthèse indétectable circule chez les meilleurs athlètes américains. Et que tout est sous la houlette de Victor Conte. Et dès le lendemain, l'USADA reçoit un colis. À l'intérieur, une seringue. Et dans cette seringue, un liquide totalement transparent. À ce moment-là, l'USADA comprend qu'elle n'a pas affaire à un canular.
Il pourrait même s'agir d'un très gros coup. Gros à quel point, à ce moment-là, personne ne le sait, mais elle est sur le point de le découvrir. Alors ils ouvrent une enquête et ils envoient l'échantillon à Los Angeles, au scientifique le plus respecté du pays dans la lutte antidopage, Don Catlin. Le scientifique américain identifie rapidement la molécule. C'est de la tétrahydrogestrinone, qu'on appelle plus communément THG pour des raisons évidentes de prononciation. Et avec cette découverte, Catlin retourne dans ses archives. Il réanalyse environ 550 échantillons déjà prélevés sur des athlètes professionnels. Résultat, 20 ressortent positifs au THG. Parmi eux, Kelly White ou encore Dwayne Chambers. Mais à ce moment-là, rien ne fuite, parce que l'USADA décide de travailler dans l'ombre. Elle implique la police fédérale et la justice, et surtout elle s'entoure d'experts et multiplie les recherches avec des laboratoires américains et australiens. Elle supervise même des tests d'administration du THG sur des primates, pour comprendre comment la substance se comporte, quels sont ses effets et comment la détecter correctement. Le but il est simple, être prêt quand tout va s'accélérer. 3 septembre 2003, c'est le début des opérations. Le laboratoire Balco est perquisitionné, le fisc américain et une unité anti-stupéfiants saisissent tout ce qu'ils peuvent. Produits, documents comptables, dossiers, échantillons, compléments alimentaires. Et cette fois, l'affaire ne reste plus dans l'ombre car la perquisition est annoncée aux médias. La machine médiatique commence. Au départ, on parle de fraude, de stéroïdes, de compléments douteux, mais rapidement, l'affaire va se préciser. Un réseau organisé piloté par Victor Conte qui implique des sportifs issus de l'athlétisme, du baseball et du football américain. L'USADA annonce même publiquement l'existence d'un stéroïde conçu sur mesure pour être indétectable. Les médias font rapidement le lien entre les protagonistes, Conte, Romanowski, Greg Anderson, Barry Bond. Le scandale prend de l'ampleur et à quelques mois des Jeux Olympiques d'Athènes en 2004, les plus grands athlètes américains du moment sont convoqués au tribunal. Et parmi eux, Marion Jones, en 2001, elle avait admis avoir fait plusieurs tests sanguins chez Balco, mais par contre, elle affirme n'avoir jamais utilisé de stéroïdes et encore moins The Clear. Le 12 février 2004, le ministère de la Justice annonce officiellement des mises en examen. 4 noms, Victor Conte, fondateur de Balco, James Valente, vice-président, Greg Anderson, préparateur physique des meilleurs joueurs de baseball actuels, et Rémi Korchemny, entraîneur d'athlétisme. Pour la justice américaine, ces 4 hommes forment le noyau central du réseau. On les accuse notamment de complot pour possession et distribution de stéroïdes anabolisants, faux étiquetage de médicaments destinés à la vente et blanchiment d'argent. Printemps 2004, l'hécatombe commence. Les suspensions tombent et pour les sportifs, les conséquences sont énormes. Dwayne Chambers est suspendu 2 ans pour usage de THG, son record d'Europe lui est retiré et sa fédération le radie à vie des Jeux Olympiques. Kelly White est suspendu 2 ans et perd ses titres de championne du monde 2003 sur le 100 mètres et le 200 mètres. Kevin Todd est suspendu 2 ans et perd son titre national. Melissa Price est suspendue 2 ans et perd son titre de championne des États-Unis. Mais dans cette liste, vous l'aurez remarqué, pas de Marion Jones. Car l'histoire, elle ne s'arrête pas là. En juillet 2004, un élément clé sort dans la presse. Le Los Angeles Times révèle l'identité de l'anonyme à l'origine de l'envoi de la seringue. Il s'appelle Trevor Graham. Trevor Graham, ce n'est pas n'importe qui, c'est l'ancien entraîneur de Marion Jones et de Tim Montgomery qui est alors recordman du monde du 100 mètres. Ses motivations, elles sont un peu floues. Lui parle d'un geste normal et d'une volonté de sauver la crédibilité du sport américain. Mais en réalité, certains parlent plutôt d'une vengeance. Trevor Graham était un proche de Victor Conte, mais les 2 hommes se seraient ensuite embrouillés à cause d'intérêts divergents. Peu à peu, cette rupture aurait laissé place à une véritable haine. Et puis les 2 hommes se seraient retrouvés en concurrence sur le marché du dopage. Car Graham, il n'a jamais eu une réputation irréprochable. On le retrouve régulièrement de près ou de loin associé à des affaires de dopage. Il a notamment entraîné C.J. Hunter, lanceur de poids américain, champion du monde en 1999, puis suspendu quelques temps plus tard pour usage de stéroïdes. Et détail important, C.J. Hunter, c'est aussi l'ex-mari de Marion Jones. Et oui, tout se recoupe. Et autre élément troublant, c'est d'ailleurs C.J. Hunter qui aurait remis la seringue de THG à Trevor Graham, avant que Graham ne l'envoie à l'USADA. Et Victor Conte dans tout ça. Pendant un temps, il se tait, il se bat avec la justice et laisse parler les autres. Puis le 3 décembre 2004, il brise le silence. Il accepte une interview à la télévision américaine, une interview qui va changer beaucoup de choses. His name is Victor Conte, and he says he supplied some of the biggest names in sports, from Olympic winners to football heroes. So I really felt that what I was doing was helping these athletes to do what they were already doing, but in a much more safe and effective way. The anti-doping rules that are in place
are so easy for the athletes to beat, it's like taking candy from a baby. It's not cheating if everyone's doing it. Are you saying that Marion Jones was a drugs cheat? Without a doubt. What did you give her? The substance called the Clear, EPO, growth hormone. After I instructed her how to use it and put the needle on, and she did the injection with me sitting right there next to her. Right in front of you? Right in front of me. Did she lie to the grand jury? Once again, I don't know exactly what she said to the grand jury. Well, she's already told us what she I'll tell you said. this, if she said that she didn't use drugs, then she lied. Jones was the track and field athlete of the year in the world for women. Look at her strutter stuff. In white, blazing from the start, running away from Gainsford Taylor, unofficially 11.02 seconds. A phenomenal early season time for Marion Jones. Away, Melinda got out reasonably well. Jones got a terrific start, so did Ferguson. Freeman slow early, she'll be last into the stretch. Gainsford about fifth. Jones clearly in front of Jay Singh, Petersevich. Melinda coming through, Kathy still 8th place. Jones clearly in front. Freeman can't get a medal. Melinda battling on. Jones well in front of Jay Singh and also Davis. Jones brilliant, 21.85, and the Aussies are about 5th and 7th. Le couloir numéro 5, l'inaccessible, l'invincible Marion Jones qui s'est fixé un challenge incroyable, remporter 5 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Cette fois c'est parti et Marion Jones c'est très bien parti avec un bon départ aussi au couloir numéro 2 de Debbie Ferguson qui s'est tassé maintenant. Marion Jones toute seule en piste, Marion Jones qui écrase ce 100 mètres. Attention chrono, 10,75, meilleure performance mondiale de l'année pour Marion Jones avec un vent défavorable de 0,4 mètres par seconde. C'est pas vrai. En 5 ans, elle a tout gagné, rempli son armoire de trophées et est devenue une véritable icône du sport. Et puis en 2003, elle annonce mettre sa carrière entre parenthèses pour donner naissance à son premier enfant, dont le père est Tim Montgomery, alors détenteur du record du monde du 100 mètres. Elle reviendra ensuite à la compétition, mais sans jamais retrouver son niveau d'avant. Mais surtout, son image va progressivement se fissurer au fur et à mesure qu'on va en apprendre plus sur cette affaire Balco. Car son implication, elle va être de plus en plus difficile à nier. Il y a depuis longtemps des doutes sur la propreté de Marion Jones. Déjà, quand on fait de telles performances, ça interroge toujours. Et surtout, dans son cas, l'entourage n'aide pas. On vient de l'évoquer, en 2000, son mari de l'époque, C.J. Hunter, champion du monde de lancer de poids, est suspendu pour usage d'un stéroïde anabolisant. Et si Marion Jones soutient publiquement son mari et dit le croire innocent, leur couple, lui, ne survivra pas à cette affaire. Ils divorcent 1 an plus tard. Pour l'opinion publique, à ce moment-là, Marion Jones reste plus une victime des mensonges de son mari qu'une tricheuse. On garde le bon soupçon. Mais début 2003, les médias révèlent que Marion Jones et Tim Montgomery travaillent avec Charlie Francis, probablement l'un des coachs les plus controversés de l'athlétisme. Francis est l'ancien entraîneur de Ben Johnson, le vainqueur du 100 mètres aux Jeux de Séoul en 1988. Une course malheureusement célèbre, car elle est surnommée la course la plus sale de l'histoire. Mais du coup, quand la collaboration entre Marion Jones et Charlie Francis devient publique, ça fait grincer des dents. Face au tollé médiatique, Jones annonce mettre fin immédiatement à leur relation. Et en coulisses, on apprend que son sponsor Nike refuse catégoriquement d'associer son image à celle de Charlie Francis. Mais c'est ce faux pas qui va marquer un tournant. Car pour la première fois, l'image de Marion Jones se dégrade sérieusement. La même année, l'affaire Balco éclate au grand jour. Et très vite, le nom de Marion Jones apparaît dans les dossiers. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de dérouler l'actualité de ce samedi, commençons ce journal par ce petit tremblement de terre dans le monde du sport. Sur une grande chaîne de télévision américaine, le patron d'un laboratoire accusé d'avoir distribué des produits dopants met en cause plusieurs champions du monde, dont la star de l'athlétisme Marion Jones et Tim Montgomery, recordman du monde du 100 mètres. D'autres grands sportifs de renom sont cités. Ils sont tous dopés. Les Jeux Olympiques ne sont qu'une escroquerie, dit-il. Voilà pour les accusations. Du côté des réactions, un silence ambiant
embarrassée comme si personne n'osait répondre. Ses liens avec Victor Conte sont connus, elle est entendue par la justice, et puis presque au même moment, son ex-mari T.J. Hunter déclare aux enquêteurs fédéraux qu'il a vu Marion Jones s'injecter elle-même des produits dopants pendant les Jeux de Sydney, et qu'il lui a d'ailleurs fait lui-même plusieurs fois des injections. À partir de là, Marion Jones devient le visage du scandale Balco. Un couple en or, uni dans la victoire et la performance. Le conte de fées serait une arnaque. Montgomery et Jones sont aujourd'hui compagnons d'infamie. Le record du monde de Tim et les médailles d'or olympiques de Marion ne seraient pas naturels. Jones nie en bloc, même avoir rencontré Conte. Cette photo prouve qu'elle ment, au moins sur ce point. Rappelez-vous ce qu'on disait sur elle, c'est une énorme star à cette époque aux États-Unis. C'est l'égérie de la plus grande marque de sport au monde, une légende vivante de son sport, alors tout le pays est forcément sous le choc. Et Marion Jones, elle continue de clamer son innocence. Elle attaque d'ailleurs Conte en justice et lui réclame 25 millions de dollars de dommages et intérêts. Officiellement, Marion Jones, elle n'a jamais été contrôlée positive. Elle s'accroche à ce point, mais autour d'elle, tout s'effondre. Sa carrière décline, son image aussi, et les athlètes liés à Balco tombent les uns après les autres. D'ailleurs, après Dwayne Chambers, Kelly White ou Kevin Todd, c'est au tour de son compagnon, Tim Montgomery, d'être reconnu coupable. Il est suspendu 2 ans et son record du monde est annulé. Concernant Marion Jones, l'enquête continue dans l'ombre jusqu'en 2006 où de nouveaux témoignages émergent et ne laissent, disons-le clairement, plus aucune place au doute. D'ailleurs, le 23 mars 2006, 2 journalistes d'investigation publient un livre qui traite de l'affaire Balco et remettent Marion Jones au centre du récit. Elle est dos au mur. Elle risque 10 ans de prison pour parjure et puis fait face à d'énormes difficultés financières. Elle qui a été l'une des premières athlètes féminines millionnaires, gagnant jusqu'à 80 000 dollars par course, sans compter des contrats publicitaires gigantesques, est maintenant gravement endettée. Good afternoon, everyone. I'm Marion Jones Thompson, and I'm here today because I have something very important to tell you. And so it is with a great amount of shame that I stand before you and tell you that I have betrayed your trust. I pled guilty to 2 counts of making false statements to federal agents. I have no one to blame but myself for what I have done. I want you to know that I have been dishonest. And you have the right to be angry with me. I have let my country down, and I have let myself down. Marion Jones ne se défend plus, elle avoue. Elle plaide coupable pour avoir menti en 2003 aux enquêteurs sur son usage du THG The Clear dans l'affaire Balco. Elle plaide aussi coupable pour avoir menti dans une affaire parallèle de chèques contrefaits impliquant Tim Montgomery. Ce jour-là, la légende de Marion Jones s'effondre officiellement. L'une des plus grandes sprinteuses de l'histoire reconnaît avoir eu recours à des produits dopants. Elle est condamnée à 6 mois de prison ferme, et sur le plan sportif, la sanction est tout aussi violente. Tous ses résultats depuis le 1er septembre 2000 sont annulés. Elle doit rendre ses 5 médailles obtenues aux Jeux Olympiques. La reine de Sydney devient alors le symbole du mensonge et le visage public de l'affaire Balco. Après sa peine purgée en 2008, elle tente de se reconstruire. Vie de famille, apparition médiatique et même une tentative de retour dans le basket. Elle dit assumer ses erreurs, reconnaît avoir menti, mais par contre répète ne pas avoir mérité la prison. Ce qui l'a fait tomber, c'est surtout d'en vouloir toujours plus. Sprinteuse prodige, elle s'est retrouvée prise dans un système où la victoire, la gloire et l'argent passent devant la morale et la santé. Et d'une certaine manière, elle a aussi payé pour les autres. Il fallait un symbole, une figure forte pour clore cette affaire Balco. Parce que cette affaire Balco, elle a fait beaucoup de mal au sport américain. Des dizaines et des dizaines d'athlètes sont suspendus, ainsi que des dizaines de coachs, de nutritionnistes et de préparateurs physiques. L'image publique du sport en prend un coup, et la méfiance envers les sportifs est grande. D'ailleurs, Balco donnera aussi naissance au rapport Mitchell, une enquête massive sur le dopage dans le baseball américain. Plus de 90 joueurs y seront cités comme suspectés d'usage de stéroïdes ou d'hormones de croissance. Ce qui est intéressant, c'est de savoir quel impact a réellement eu cette histoire aux États-Unis. Bon, déjà, elle a permis de renforcer les protocoles antidopage, de mieux encadrer les pratiques et de rappeler que même les plus grands icônes peuvent tomber. Mais est-ce que pour autant, tout a changé ? Car en juillet dernier, la championne olympique du 200 mètres, Gabrielle Thomas, affirmait sur ses réseaux que les entraîneurs impliqués dans des affaires de dopage devraient être bannis à vie. Pourquoi elle dit ça ?
Parce que de nombreux coachs, déjà mêlés à des affaires douteuses, œuvrent encore aujourd'hui au plus haut niveau. On peut citer l'exemple de Dennis Mitchell, ancien sprinter lui-même suspendu pour dopage durant sa carrière, qui est aujourd'hui l'entraîneur de certaines des meilleures sprinteuses et sprinteurs du monde, comme Melissa Jefferson, Sha'Carri Richardson ou encore Kenny Bednarek. Il a déjà coaché par le passé des athlètes suspendus pour dopage, comme Justin Gatlin. Et si cette histoire nous a bien appris quelque chose, c'est que le dopage, il est rarement l'œuvre de sportifs isolés. Le dopage est souvent systémique et il implique l'entourage, les coachs, les préparateurs physiques, les médecins, les nutritionnistes et parfois même les fédérations. Alors face à l'appât du gain, le sport 100% propre existera-t-il un jour ? Évidemment, j'en doute. Mais si l'histoire de Marion Jones nous montre bien qu'il y aura toujours des athlètes prêts à tout pour réussir, elle nous montre aussi que cette soif insatiable de victoire, elle finit toujours par dévorer ceux qu'elle a couronnés. Encore merci à Legal Place d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous avez toutes les informations dans la description et dans le commentaire épinglé. Et moi, je vous dis à une prochaine.